Bien, l'expression Beat Generation a bien sûr été inventée oralement, il en a parlé oralement à un de ses amis, ensuite c'était repris par la presse. L'idée de Beat Generation a beaucoup évolué en fonction de ce qu'il avait au départ dans la tête quand il parlait de ses amis et les beats. Ensuite, ça a été repris par la culture populaire, les médias, et Jack Kerouac s'est bien démarqué de l'idée qu'on se faisait des beats dans les années 60, qui apparemment, d'après lui, était très différente de ce qu'il avait imaginé au départ. Alors, on peut déjà parler de ce qu'il pensait au départ de cette expression beat, et ensuite comment elle a évolué, et comment finalement il s'est démarqué de cette génération. Alors en fait, oui effectivement, il faut revenir à la signification du mot beat. Au tout début de cette génération, à la naissance de cette génération, en fait, le mot beat était simplement emprunté au vocabulaire utilisé par les musiciens de blues et de jazz au début du XXe siècle. Et cette signification, évidemment, est plutôt celle d'un abattement, d'un épuisement, d'un accablement, et qui convenait parfaitement à l'esprit de la génération Kerouac d'après la Seconde Guerre mondiale. À cela, on peut ajouter évidemment l'autre signification du mot beat qui est rythme, tempo, et qui convenait parfaitement aussi à la frénésie, l'énergie, le dynamisme qu'avait cette génération et qui, encore une fois, est utilisé bien entendu dans le monde du jazz. Ensuite, on peut dire qu'effectivement, Kerouac, lui, de toute façon, se sentait victimisé et dans son œuvre, il affirme sa souffrance, sa douleur par le biais d'un itinéraire philosophique et religieux qui est véritablement multidirectionnel et qui ne parvient pas à l'installer dans une espèce de stabilité. Au contraire, ça va l'installer dans une espèce de résignation qui culminera dans son dernier roman qui s'intitule Vanité du blues dans les années 60. Alors après, il y a un deuxième axe, et ce deuxième axe, c'est celui dont il aura la révélation après être entré dans une église dans les années 50. C'était à Lowell. À Lowell, oui, exactement. Là, c'est effectivement, il va avoir cette révélation de beat comme étant associé au radical latin beato, et qui signifie béatitude. Évidemment, ça lui convenait parfaitement, puisque lui, ayant été élevé en bon catholique dans son enfance, c'était parfait. Donc là, on peut considérer que la religiosité du mouvement, de cette génération en tout cas, est assise. Et puis, effectivement, lorsque on regarde les œuvres de la plupart des écrivains ou poètes de cette génération, on comprend qu'effectivement, il y a effectivement une nuance mystique d'élévation, mais en même temps un contexte poétique non religieux. On parlera plus facilement de spiritualité et de mystique que de religion. Alors, chez Kerouac, le sens de béatitude, dérivé du mot beat, c'est plutôt un sens chrétien de contemplation de Dieu, au fond, comme on peut le trouver dans le premier épître aux Corinthiens. Et puis, peut-être aussi philosophiquement associé chez Aristote, par exemple, à la pensée de la pensée. Alors, Jack Kerouac était franco-américain, un Canuck. Il parlait avec sa mère et avec sa famille une sorte de dialecte qu'on appelle le joual. Ça vient de cheval d'ailleurs, paraît-il. Il avait donc un rapport très particulier à la langue américaine, un peu comme si c'était une deuxième langue. Il n'était pas nécessairement quelqu'un qui avait la langue américaine en lui dès l'enfance. Et quels étaient ses rapports avec la langue américaine et avec l'Amérique finalement. Effectivement, oui, ses parents étaient eux-mêmes nés au Québec et ils avaient fait partie de cette
vague d'immigration québécoise au début du XXe qui s'était installée aux États-Unis et notamment en Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts particulièrement, où on trouvait une industrie textile florissante. Donc du coup, il y avait une demande de main-d'œuvre et les parents de Kerouac se sont donc installés dans le Massachusetts à Lowell, où Kerouac lui-même est. Alors, il a été élevé dans une famille catholique au sein d'une paroisse recréée en fait par la communauté franco-américaine de cet endroit. Et du coup, il parlait le joual à la maison et également à l'école paroissiale qu'il fréquentait, enfin qu'il a fréquenté au début. Ensuite, il est allé dans une high school anglophone. Et donc, il utilisait le français, bien sûr, ou en tout cas un dialecte dérivé de la langue française, si bien qu'il a toujours dit, en tout cas les biographes le mentionnent, qu'il n'a pas parlé un anglais fluide avant l'âge de 16 ans. Donc effectivement son rapport à la langue anglaise, la langue anglo-américaine, était plutôt celui d'un déracinement. D'un exilé presque. D'un exilé, oui. Ouais. Alors effectivement, au-delà de la langue, il est quand même intéressant de mentionner que la plupart des grandes figures de la Beat Generation se revendiquent aussi comme étant déracinés, voire exilés. Le fait qu'il soit né dans une ville ouvrière, il a gardé toujours ce caractère ouvrier. D'ailleurs, souvent on le prenait pour, pas un délinquant, mais quand il allait avec ses amis, les Américains, l'élite étudiante, il est toujours pris plus ou moins pour quelqu'un qui était louche. Il disait l'aspect, disons, de l'ouvrier, un peu vulgaire comme ça. Est-ce que c'est correct ou c'est simplement une sorte de mythologie ou encore Je pense qu'il était très conscient de la classe sociale ouvrière à laquelle il appartenait, dont il était issu, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ça ait réellement pu interférer aussi bien dans le cadre de son écriture que dans le cadre de ses relations. D'accord, parce que apparemment il attirait les bagarres, c'est ce qu'on entend souvent dans les biographies, surtout à la fin de sa vie quand il était ivre. Il avait souvent des problèmes, il se faisait taper dessus et il était parfois protégé par ses amis. Est-ce que c'est... Alors là, je pense qu'effectivement, à la fin de sa vie, de toute façon, il était devenu alcoolique au dernier degré. Donc du coup, je pense que ça influait considérablement sur son comportement. Est-ce qu'il rendait peut-être encore plus véhément, vindicatif et prompt à la bagarre, sûrement. Peut-être effectivement que dans son adolescence, voire son enfance, il a pu également avoir des conflits, des bagarres entre gamins à l'école ou en dehors de l'école. Mais il n'était pas violent, c'est ça? En tout cas, c'était pas foncièrement quelqu'un de violent. Non. D'accord. Bon, la famille avait une importance primordiale chez Kerouac. Il retournait toujours chez sa mère. On connaît, tout le monde se moquait de lui d'ailleurs. Il était amoureux de sa mère. Il le disait lui-même d'ailleurs. Il disait que sa mère c'était la femme qu'il voulait épouser. Il avait très peu de stabilité, relations amoureuses stables. Il y a eu beaucoup de femmes, mais c'était pas du tout comme Neal Cassady. C'était pas un tombeur. Au contraire, c'était même quelqu'un qui n'arrivait pas à séduire, paraît-il. Oui. Est-ce que finalement ça ne le met pas dans une sorte d'enfance éternelle, d'écrivain immature? Et on a souvent dit aussi que quand il est devenu célèbre, il attirait surtout des jeunes, des gamins qui venaient le voir. Il n'avait pas un lectorat, je dirais, mature. Est-ce que finalement on peut dire que son écriture était aussi immature? Alors oui, effectivement, la famille avait une importance capitale pour Kerouac. Et au centre de la famille, comme dans toutes les familles franco-américaines,
la famille était régentée par la figure de la mère. Donc le contexte éducatif du jeune Kerouac est forcément dominé par une mère enveloppante. Bien entendu, les biographes sont unanimes pour dire que sa relation à sa mère est sinon enveloppante, proche de l'inceste. Je ne pense pas que c'était consommé. C'était jusque-là. Mais l'emprise qu'avait sa mère sur lui était telle qu'effectivement, il est resté très proche d'elle. Alors, vous faisiez allusion à sa difficulté et son instabilité dans ses relations féminines. Effectivement, c'était quelqu'un de réservé, de timide. Je pense qu'on peut mettre ça sur le compte, bien sûr, d'une mère trop castratrice. On peut mettre ça aussi sur le compte d'un frère aîné mort prématurément à l'âge de 9 ans, qui était toujours montré comme l'exemple à suivre, et un exemple extrêmement difficile à suivre, puisqu'il était souvent comparé à une espèce de petit saint. Et donc, bien entendu, comment, étant enfant, pouvoir rivaliser avec la figure d'un saint. Donc, il y a le souvenir du frère aîné qui est omniprésent, la mère enveloppante, une morale chrétienne sévère, bien sûr, et puis une éducation jésuitique étouffante. Il a été éduqué par les jésuites. Et puis, conjugué à cela, il y a également les croyances populaires, avec une conscience accrue du bien et du mal. Alors, je ne sais pas si on peut dire que Kerouac était un éternel enfant, mais l'entourage familial n'a sûrement pas joué en faveur d'un développement relationnel sain, surtout avec les femmes. Alors, quant à son écriture, je ne pense pas qu'elle est immature, en fait. Elle est mutable. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle on pourrait dire qu'elle est immature, parce qu'elle manque, bien sûr, au sens classique du terme, de stabilité. Mais, en fait, elle reflète ces contradictions profondes. Et puis, également, elle essaie de mettre en scène la frénésie des années 50, et bien entendu, il ne faut pas oublier que Kerouac a choisi véritablement l'errance, aussi bien l'errance géographique que l'errance spirituelle, philosophique, et l'errance dans l'écriture. Parce que c'était la solution existentielle idéale pour lui. Alors, écrire au-delà des systèmes, retrouver l'Amérique mythique, pour lui, c'était sortir de l'establishment, de sortir du monde des belles lettres pour retrouver une espèce de primitivité originelle. Donc c'est casser la grammaire, c'est casser la syntaxe. Voilà. Jack Kerouac s'est écrit une légende. Finalement, dans ses romans, il adopte une personnalité, une image, un mythe Kerouac. Et dans la vie, apparemment, il était très différent. Je vais prendre quelques exemples. C'était un grand voyageur. Il s'était donné cette image de quelqu'un qui traversait l'Amérique à 100 à l'heure avec Neil Cassady. Et il savait très peu conduire. Quand il prenait le volant, Cassady s'énervait parce que Jack Kerouac ne savait même pas passer les vitesses. Il se targuait d'être l'ami de sang ou bien le frère de Neil Cassady, mais finalement il a souvent trahi au cours de sa vie, il a beaucoup négligé. Voilà, il y a eu pas mal de rapports très tendus entre lui et Cassady, ce qui n'apparaît pas évidemment dans son œuvre, où il idéalisait un petit peu Cassady, etc. Donc entre le personnage qui s'est écrit une légende et puis le véritable Kerouac, il me semble quand même qu'il y a un fossé. Oui, mais c'est pas, comment dirais-je, ça n'a aucune espèce d'importance littéraire au fond, parce que doit-on se rappeler concernant Kerouac, sinon que c'était un écrivain. Comme le disait Burroughs, c'était un écrivain, c'était donc quelqu'un qui écrivait.
Et effectivement, il a toujours dit que ces romans pouvaient être rassemblés à l'instar de la recherche du temps perdu chez Proust, rassemblés donc au sein de ce qu'il appelait la légende de Duluos. Donc du coup, il a toujours revendiqué le fait d'avoir romancé et inscrit dans le cadre d'une légende, hein, au sens propre du terme, donc effectivement avec comment dirais-je, un embellissement de la réalité. Et effectivement, c'est ce qu'il a voulu faire. Donc du coup, le fait qu'il ne pouvait pas conduire ou qu'il savait que piètrement conduire, le fait qu'il ne ressemblait en aucun cas à l'image que la presse pouvait bien en donner au public, n'a finalement que très peu d'importance. Bon, question toute simple. Quelle est sa place dans la littérature américaine? Alors, Kerouac, d'abord, c'est un auteur assez prolifique. Il a donc écrit des romans, des recueils de poésie, des articles et même quelques petits essais. Quant à son œuvre romanesque, on la situe dans le cadre d'une légende qu'il intitulait la légende de Duluos, c'est-à-dire 13 ouvrages qui sont des recréations biographiques de sa propre existence à l'intérieur d'une vision lyrique et poétique de l'Amérique. Donc là déjà on a un élément de réponse parce que on comprend parfaitement que le grand sujet de son œuvre, c'est l'Amérique. Et alors il voyait cette légende comme, il le disait lui-même, la véritable histoire de ce que j'ai vu et comment je l'ai vu. Alors, la tradition de la quête de l'errance, ou de la quête et de l'errance, pardon, c'est parfaitement une tradition américaine. Parce qu'effectivement, vous pouvez retourner aux premiers écrits des voyageurs, des naturalistes américains. Ensuite, vous avez Fenimore Cooper avec les pionniers. À chaque fois, vous remarquez qu'effectivement, il y a une espèce de quête géographique qui s'installe. Vous avez également chez Mark Twain les aventures de Huckleberry Finn. Là, effectivement, c'est sur un fleuve. Vous avez chez Melville Moby Dick, sur l'océan. Vous avez ensuite le phénomène des expatriés avec Henry James. Vous avez chez Steinbeck les raisins de la colère, hein, tous ces paysans qui sont obligés de quitter leur terre pour aller s'installer en Californie. Vous avez chez Hemingway et la Lost Génération, la génération perdue, par exemple, un roman comme Le vieil homme et la mer, où là encore il y a une quête qui se passe sur l'océan. On ne peut pas faire l'impasse évidemment des transcendantalistes américains, Thoreau en particulier. Donc il y a un héritage social, affectif, psychologique certes, mais aussi littéraire qui marque toute son œuvre et la vie de Kerouac et qui le pousse vers ce qu'on peut qualifier d'itinérance. Ginsberg, Corso, etc. Est-ce qu'il fait partie du même groupe ou bien c'est quand même des gens qui tirent un petit peu dans différentes directions? Je dirais que ce qui le démarque consciemment chez Kerouac du reste des écrivains ou poètes de cette génération, la Beat Génération, c'est la dimension spirituelle chez lui, et même voire religieuse. En fait, ses amis, je pense là, au moment où je parle à Gary Snyder, qui lui avait déclaré un jour sur ton lit de mort, tu réclameras une croix. Et effectivement, c'était tout à fait montré à quel point Snyder a bien cerné le personnage de Kerouac, même si il était extrêmement réceptif à la dimension bouddhiste. Bon, alors, ça le démarque. Après, effectivement, aussi pour des raisons d'évolution personnelle, mais aussi des raisons liées à l'histoire de sa famille, son immigration du Canada vers les États-Unis, il n'a jamais été résolument engagé politiquement.
Donc il a toujours eu du mal à accepter les idées ou les mouvances sociopolitiques de Ginsberg, par exemple. De même, toujours pour des raisons, je dirais, religieuses, avant tout, et d'éducation, de morale, il a toujours eu aussi un peu de mal à accepter la truculence, voire les idées suicidaires de William Burroughs. Même si effectivement il l'a beaucoup écouté, et Burroughs, on le sait, a servi de mentor intellectuel à la plupart des écrivains et poètes de cette génération. Il ressortait de chez lui avec des listes de livres à lire, et on l'écoutait comme une espèce de gourou intellectuel de l'époque. Alors, contrairement à Burroughs et Ginsberg, voire même à Gary Snyder, Kerouac, finalement, on peut dire que sa carrière, son activité en tant qu'intellectuel s'arrête plutôt à la fin des années 50, voire milieu des années 60, puis il continue à publier. Mais en tout cas, on sent qu'il se retire d'une vie publique, et donc il ne prendra pas le train du mouvement hippie qui va suivre directement la Beat Generation, au contraire de William Burroughs, et surtout Allen Ginsberg, voire aussi Gary Snyder, qui effectivement sont restés actifs dans ce milieu, et auront évidemment là encore servi de mentor à cette nouvelle génération hippie des années 60. Voilà. Donc, contrairement les successeurs de la Beat Generation, les hippies, les beatniks, Kerouac n'a jamais été engagé politiquement. Il n'a jamais disons, été quelqu'un qui était contestataire. Voilà, dans cette génération, en dehors des grandes figures de la Beat Generation, on trouve bien sûr d'autres figures qui sont moins médiatisées, moins connues, et qui font partie, qui se sont engagées dans une espèce d'activisme politique. Je pense par exemple à ce qui a donné lieu au mouvement Yippie, pas hippie mais Yippie avec un Y, et notamment le fameux Jerry Robin, qui était d'une autre génération, mais qui se revendiquait d'un activisme radical pour résolument changer la société avec des idées parfaitement révolutionnaires. Mais Kerouac, il s'est toujours démarqué de toute mouvance politique, et il avait même déclaré un moment, je pense vers la fin de sa vie, que ses parents avaient émigré du Canada vers les États-Unis et qu'il ne voyait pas en quoi il pourrait critiquer l'Amérique de son temps, cette Amérique qui justement avait permis à sa famille de rebondir socialement après avoir immigré dans le Massachusetts. Et puis il y a un élément qui a toujours surpris certains de ses amis, c'est que vers la fin de sa vie, il votait républicain. Et ça, c'est quand même, ça peut surprendre un certain nombre de lecteurs, effectivement, qui en restent à une image idyllique, échevelée d'un personnage aventurier, rebelle, qui prend la route et qui donc forcément se retrouve à l'opposé des grands idéaux politiques de l'Amérique. Mais Kerouac avait une toute autre vision de l'Amérique, c'est sûr. Évidemment, un des thème qui revient souvent dans les écrits ou bien le comportement de la Beat Generation, c'est la libération sexuelle. Ginsberg était gay, Neal Cassady était bisexuel. Bon, c'est ce qui avait frappé d'abord les premiers lecteurs, parce que très souvent les textes de Kerouac, On the Road, Twisted Sister, etc., étaient souvent mentionnés dans la presse comme étant des textes sur le sexe, la drogue et les jeunes. C'était un peu l'image que donnait cette Beat Generation. Or, Kerouac avait une vie sexuelle très complexe, il était marié 3 fois, il n'était pas nécessairement un séducteur, de loin même, il pouvait être
très timides. C'était souvent Neil Cassidy qui était pourvoyeur des amours de Kerouac. Donc cette idée même que la Beat Generation, c'est la libération sexuelle, c'est leurs aventures sexuelles, c'est vrai parce que Kerouac a quand même écrit beaucoup là-dessus, il a écrit même des livres sur ces femmes, mais sa vie sexuelle était beaucoup plus complexe, et beaucoup moins, je dirais, glamour, que ce qu'il veut bien raconter dans ses écrits. Oui, à la différence tout de même que, contrairement à un Ginsberg qui était capable d'écrire de manière très crue sur le sexe, Kerouac ne l'a jamais fait. Donc effectivement, il a écrit beaucoup, j'ai en tête 2 de ses romans, Maggie Cassady et Tristessa, qui sont sur des femmes, mais jamais, au grand jamais, il n'a d'allusion sexuelle crue. Il y a toujours une espèce d'idéalisation de ces personnages dans ces romans. Dans le Subterraneans, il n'y a pas ça. Alors dans les souterrains, oui, peut-être un peu plus, oui. Mais bon, ça va jamais dans des descriptions extrêmement érotiques, pornographiques. Voilà, borderline vers la pornographie, ça c'est sûr. Comme a pu le faire Ginsberg. Alors c'est sûr que ce mouvement, de toute façon, à la Beat Generation, est presque l'initiateur de ce qui deviendra le véritable mouvement de libération sexuelle dans les années 60, à un degré bien plus poussé que dans les années 50. L'Amérique des années 50 est quand même une année une décennie qui bride la société, bien entendu, avec la guerre froide, la chasse aux sorcières. Bien entendu, c'était extrêmement difficile. Bon. Mais qu'est-ce que la féminité, l'idée de la féminité chez Kerouac, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'idéalisation de la femme associée à un élément de pureté. Qui, encore une fois, est à mettre sur le compte de la morale chrétienne qui environne son éducation. Et puis, je pense ses lectures aussi. Et puis la religion, tout simplement. Oui, mais il y a très certainement une forme de la femme. Très étrange de culpabilité, parce que c'était quelqu'un qui fréquentait les prostituées, qui avait même parfois des relations homosexuelles, non? Alors, disons qu'il a eu des expériences homosexuelles. On pense qu'effectivement, il a eu une expérience homosexuelle, voire à plusieurs reprises, avec Neil Cassady, avec Ginsberg, vraisemblablement. Je pense que ça s'est arrêté là. C'était une expérience. Voilà, on ne peut pas dire qu'il était bisexuel, non. C'est sûr. Il préférait les femmes aux hommes, c'est sûr. Mais je pense que ces expériences homosexuelles sont mues par une espèce de sens extrêmement aigu de la fraternité, de l'amitié profonde entre hommes. Et est-ce qu'on va pas retrouver ce genre d'amitié féminine, par exemple, chez lui? S'il côtoie des femmes, c'est parce qu'il en est amoureux ou qu'il a quelques vues sexuelles sur elle. Mais on ne peut pas trouver trace de relations amicales féminines. Ou durables. Durables, c'est sûr.